Le corps est fait pour gérer le glucose et tous les aliments qui contiennent des glucides font grimper la glycémie. Et on en a besoin. Et on en a besoin, mais la moitié de nos apports doivent être des glucides. Donc on a Ce qui est besoin. loin d'être le cas aujourd'hui avec toute la diète culture, etc. Et ça crée quand même pas mal de problèmes. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est assez normal physiologiquement que quand je suis en baisse d'énergie, je vais avoir envie de gras et de sucre. Et c'est relié aussi à la dopamine qui diminue. Et quand on fait une crise d'hyperphagie, on fait jamais une crise avec des pommes. Le conseil principal, c'est qu'on ne laisse pas plus de 4 heures entre chaque repas, parce que ça augmente le risque de compulser. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ces collations, elles servent pas à manger plus, elles servent à réguler les prochains repas. T'es en train de me dire que finalement c'est normal qu'en fin de journée, je me sente moins motivé. Oui. Moi, je déteste ces moments-là. Et vraiment, en plus de ça, je me déteste. Ça joue même sur l'estime de moi. Tu sais, quand je me dis, je me pose juste 10 minutes et je me prends dans un piège de doom scrolling, vraiment, j'ai l'impression que mon cerveau, il est éteint. Jérôme, j'ai besoin que tu me dises quel est ton conseil numéro 1 pour sortir de ce cercle vicieux. Mon conseil numéro 1, ça serait... Salut tout le monde, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose l'équivalent d'une masterclass. Oui, ce nom, on le dit en permanence aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que va nous donner Jérém, qui est diététicien nutritionniste. On va voir ensemble l'intégralité du déroulé d'une journée, entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les erreurs qui peuvent soit booster notre motivation, soit augmenter notre fatigue, nos fringales, parfois nos tendances à se jeter sur des produits très sucrés, très transformés, bref, comprendre ce qui se passe dans notre intestin, dans notre estomac, dans notre cerveau et dans nos habitudes de vie pour essayer de se sentir mieux dans notre corps et dans notre tête. Les amis, j'ai juste un petit message personnel à vous faire passer avant de rentrer dans la vidéo. Pour être tout à fait transparent, et vous le voyez ici, cette vidéo est réalisée en collaboration avec le laboratoire NHCO qui propose des compléments alimentaires. Une fois de plus, 99% des conseils qu'on va donner dans cette vidéo sont des contenus que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge et vous êtes libre de regarder la vidéo sans jamais rien acheter. Je vous le répète souvent, on est sur YouTube et pour pouvoir proposer du contenu de qualité avec tout le matos vidéo et avoir des invités de qualité, eh bien c'est mieux de se faire accompagner par des partenaires de confiance. Et moi c'est le cas, j'ai confiance en NHCO, ça fait 3 ans que je travaille avec eux et c'est un laboratoire qui est spécialisé en acides aminés et en micronutrition. Et pour être tout à fait franc, je suis fier de bosser avec eux. Allez, bonne vidéo. Jérôme, je suis super contente de te retrouver pour une deuxième vidéo ensemble. Moi aussi. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, t'as remarqué, je t'ai fait un ça va, c'était pas une question, c'était un ça va. Pardon, c'est un peu le moment gênant, tu vois, de ok, ça marche. Lors de la première vidéo, t'avais été acclamé par le public, la vidéo avait vraiment énormément plu et les gens nous avaient demandé un épisode 2, alors le voici. Tu es diététicien, nutritionniste, mais en même temps, tu as énormément de connaissances sur le cerveau et sur le lien entre ce qu'on mange et notre état émotionnel, notre fatigue, éventuellement le brouillard mental, l'anxiété. Et j'aimerais qu'on décompose ensemble différents symptômes qu'on pourrait avoir au fin de la journée, différents états de fatigue, de perte de concentration, de perte d'envie. Et ma grande question, c'est est-ce que c'est lié à l'alimentation? Est-ce qu'on peut mettre en place, éventuellement, pour le corriger? Let's go. Let's go. À quoi ressemble notre journée? Elle commence le matin, elle commence la veille. Elle commence la veille et elle peut partir assez mal de la veille. Après, on va commencer par le matin quand même. Moi, ce que je remarque avec mes patients, surtout, c'est qu'on a à peu près tous la même journée aujourd'hui, avec la société qui va trop vite, le travail, etc. Ce qu'on voit, c'est de plus en plus de personnes qui déjà se lèvent tôt, mais qui ont tendance à rester un petit peu au lit, soit parce qu'ils ont du mal à se lever, soit parce qu'ils scrollent sur les réseaux, etc. Et on va avoir des personnes qui restent un petit peu fatiguées sur la matinée. Des personnes qui n'ont pas forcément après le temps de prendre un petit déjeuner ou qui n'ont pas forcément l'envie ou la faim de le faire. Des personnes qui vont rusher leur matinée, vraiment concentrées sur le travail à fond, qui ne vont pas forcément s'écouter, qui vont enchaîner sur une pause déj qui n'est pas toujours codée, construite, etc., qui passe très vite, souvent devant l'écran d'ordinateur ou entre deux rendez-vous, et tout va trop vite. S'ensuit l'après-midi, beaucoup de personnes qui enchaînent jusqu'au soir sans voir passer la journée, qui prennent encore une fois pas le temps de s'écouter, qui finissent cramés, très clairement, et qui vont en fin de journée plutôt décompenser, soit, alors souvent pas avec de l'activité physique parce qu'ils sont rincés justement, mais par une alimentation émotionnelle, etc. Et le soir, ça va être quasi systématiquement des personnes qui vont dîner, qui vont se mettre devant la télé ou autre et qui vont procrastiner le coucher. Parce que la journée, justement, est passée trop vite
Et là, on a le problème qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire que on part assez mal pour la journée du lendemain. En fait, ils vont procrastiner le coucher, vont se coucher tard, ce qui va engendrer une dette de sommeil, plus de stress et l'enchaînement derrière, ainsi de suite. On est sur une belle boucle, à la fois qui a l'air assez merdique quand même quand tu l'as décrit comme ça, mais en même temps, j'ai l'impression que on le vit tous, mais que c'est pas du tout représenté dans la société. Un peu comme si c'était tabou ou caché de se dire, c'est vrai que le matin, je me réveille et je fais une demi-heure de scrolling, je mets du temps à me réveiller, je suis fatigué de mon lit, je suis fatigué de ma nuit, je bouffe peu le matin parce que j'ai pas le temps, mon frigo, il y a rien vraiment d'appétissant dans mon frigo pour manger et j'ai pas le temps de me préparer un bon petit-déj. Je vais au boulot, je fais ma tâche de travail, à l'heure du déj, je m'isole soit sur mon téléphone ou je me mets à jour sur les réseaux sociaux, la même chose l'après-midi, j'ai de la fatigue. Tiens d'ailleurs, c'est un truc que tu n'as pas évoqué. C'est normal d'avoir un coup de barre sur les coups de 11h ou sur les coups de 17h ? Ouais. En fait, il y a vraiment des fluctuations de la glycémie, forcément, qui sont un peu plus importantes si les personnes ne prennent pas le temps de manger, etc. Donc après, ça, c'est normal. Hein. Même si des personnes mangent au petit-déj, c'est complètement normal d'avoir faim dans la matinée. Tu peux m'expliquer ça ? Par rapport au petit-déj, des personnes vont prendre soit un petit-déj qui est bien construit, protéines, gras, une source de glucides, etc. Peut-être une omelette avec de la feta et une tranche de pain grillée. Pas mal de protéines. Pas mal de gras aussi, et on va essayer d'avoir un peu de glucides, mais c'est pas la quantité la plus importante pour le matin. Pour tout ce qui est dopamine, sérotonine, etc. Pour un petit déj sucré, parce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, etc., qu'un petit déj sucré, c'est mal, etc. Le croissant, la viennoiserie, alors, la ça, chocolatine. C'est pas l'idéal, on est complètement d'accord. Un petit déj sucré, ça serait plutôt, par exemple, du fromage blanc, pas forcément 0%, avec une banane coupée dedans et du beurre de cacahuète. Donc le petit déj sucré, on peut le faire. Un petit déj sucré, ça ne veut pas dire que ça manque de protéines et de gras. C'est juste qu'on va essayer d'avoir surtout des protéines et du gras et quand même un peu de glucides parce que le cerveau a besoin de glucose. Pour fonctionner. Si on raccourcit, pour fonctionner, pour mémoriser, pour performer. Qui est petit-déj ou pas, dans tous les cas, la glycémie, au fur et à mesure que le temps passe, elle diminue. Parce que on consomme de l'énergie en réfléchissant, mais aussi en bougeant. Quelqu'un qui va, faire une réunion debout, il dépense de l'énergie. Ou réfléchir avec un client. Carrément. Donc la glycémie diminue, ce qui peut amener des sensations de faim. Possiblement aussi le coup de barre. Et le risque, c'est chez les personnes qui ne vont pas petit déjeuner. Alors, il y a des personnes qui ne petit déjeunent pas, ça se passe très bien, etc. Mais celles qui vont se priver de manger, soit parce qu'elles restriction cognitive, par volonté de perdre du poids, etc. Ou pas le temps. Ou pas le temps, exactement. Le risque, c'est que la faim augmente. Donc déjà, qui dit faim dit hypoglycémie, manque de concentration, difficulté à faire les tâches, donc du stress parce qu'on n'arrive pas à bosser, etc. Mais aussi le risque au déjeuner de faire un super gros déjeuner. Donc commander entrée plat dessert au resto ou manger tout le sandwich et le fondant au chocolat alors qu'on n'aurait peut-être pas forcément besoin de tout ça. Et derrière, ça va amener possiblement un coup de barre, soit parce que la personne aura mangé trop vite parce qu'elle était affamée, soit parce que trop de glucides. Je suis affamé, je vais forcément aller choisir un sandwich plutôt qu'une salade composée. Je ne parle pas de salade verte sans sauce, etc. Mais on va aller vers le sandwich super riche en glucides. Et derrière, le risque, c'est d'avoir des coups de barre et ainsi de suite. J'ai un coup de barre, j'arrive pas à bosser, productivité un petit peu amoindrie. Possiblement des envies de sucre derrière, parce qu'il y a un cercle vicieux qui s'entretient. Et donc l'idée, c'est vraiment de bien commencer la journée, de préférence avec un petit déj, même si c'est pas obligatoire. En fait, ça va vraiment dépendre des gens. Il y a des personnes qui ont un chronotype ils sont matinaux, ils ont besoin d'énergie le matin, ils sont beaucoup plus productifs le matin, donc leur métabolisme est plus élevé le matin. Et il y a des chronotypes un peu tardifs où ils vont être super performants le soir et le matin ils n'auront pas faim, le corps il sera un petit peu pas au ralenti mais il sera en mode un petit peu économie. Moi par exemple le matin si je mange pas c'est pas très grave et par contre si on me disait le soir tu fais du sport, je suis incapable de faire du sport le soir. Donc ça dépend vraiment des personnes. C'est hyper intéressant, je me retrouve aussi là-dedans. Moi j'ai pas beaucoup d'appétit le matin. J'ai beaucoup plus d'énergie le soir à partir de 18h. Je me rappelle, j'ai découvert ça quand j'ai fait mes études de médecine, que après le déjeuner, entre 14h et 17h, je ne servais à rien. Un peu pareil avec mes patients, c'est là où je suis un peu mou. Mais à partir de 18h, je suis lancé, je peux bosser sans problème jusqu'à 23h. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si ce chronotype, est-ce qu'il est dans notre nature ou est-ce qu'il est le fruit d'un décalage alimentaire ? Alors, il y a une part de génétique.
où on va avoir certains chronotypes, etc. Après, il y a clairement la façon dont on a été éduqué. Il y a l'épigénétique. Donc l'épigénétique, pour illustrer, on va comparer un smartphone. Si on achète tous un smartphone particulier, on va démarrer avec l'iOS général, le logiciel général. Et selon ce qu'on fait dans notre vie, si par exemple tu fais du trail, etc., tu auras Strava, etc., etc. Une personne qui est complètement sédentaire, elle aura Netflix, etc., etc. Et du coup, pour l'épigénétique, en fait, le corps va s'adapter à toutes les choses à notre mode de vie, quoi. À notre mode de vie, que ce soit le côté alimentation, vie sociale, etc. Donc tout ça, ça compte. Comme notre téléphone s'adapte à notre mode de vie, Exactement. notre corps s'adapte à notre mode de vie. Idem pour la prise de poids. Hein. Si une famille, pendant des générations, a mangé ultra transformé, on va avoir des familles de plus en plus obèses, etc. Il y a la façon dont on a été éduqué. Si on a été dans une famille où il n'y a jamais eu de petit-déj et que c'est l'épigénétique qui est comme ça passe. Si on a une famille de sportifs, il y aura plus de chances d'avoir des enfants et qui sont sportifs et qui auront plus de facilité à créer du muscle, etc., etc. Et ça marche aussi pour les personnes qui auraient l'habitude d'avoir beaucoup de stress, de mal gérer le stress, de couper leurs émotions. On va avoir des familles qui ont possiblement plus de risques d'avoir des troubles alimentaires. C'est à la fois quelque part de l'éducation, mais aussi de la transformation de nos gènes qu'on se trimballe de famille en famille. Un peu le mélange à la fois de l'inné et de l'acquis. Exactement. Dans tous les cas, c'est toujours multifactoriel. Ouais, multifactoriel. Finalement, ce que tu me dis, c'est il y a un peu d'inné, un peu d'acquis. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quand c'est de l'ordre de la pathologie? Est-ce que c'est juste de l'essai-erreur et on essaie, par exemple, de manger au petit-déj pendant 3 semaines et on se rend compte qu'on va mieux quand on est comme ça? Alors, ouais, l'idée, en fait, pour moi, c'est de toujours tester. Y a des personnes pour qui le petit-déj, ça va pas du tout passer, c'est écœurant. Alors après, à voir s'il n'y a pas eu des expériences traumatiques quand on était enfant. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment de tester. Si les personnes voient qu'en sautant le petit-déj, il y a eu la mode, et c'est encore la mode malheureusement, du jeûne intermittent. Il y a des personnes qui font le jeûne intermittent, mais ça leur va absolument pas. Et autant il va y avoir des personnes qui vont dire, voilà, quand je fais le jeûne intermittent, il y a plus brouillard mental, etc. Personnellement, moi, si les semaines où je fais pas mal de sport, si je fais le jeûne intermittent, je suis pas très efficace. Pour le coup, je vais avoir des coups de barre, je vais pas réussir à me concentrer, le sport, ça va être un enfer. Et l'idée, vraiment, c'est de toujours tester. Après, dans tous les cas, quand on parle d'alimentation, et là, on parle surtout de calories, parce que voilà, ajouter un petit déj, ça ajoute 400 à 500 calories. Les résultats, ils sont assez immédiats, dans tous les cas, sur l'énergie. Après, selon comment on va construire le petit-déj, il y aura des différences. Si je fais 400 calories de céréales pour enfants ultra sucrées, je risque d'avoir un brouillard mental et de ne pas me concentrer et d'avoir très faim rapidement. Par contre, si je fais l'omelette feta avec du pain, là, possiblement, tout va bien se passer. Je vais avoir suffisamment de dopamine, de sérotonine pour avoir de l'énergie, etc. Ce que tu dis, si j'ai bien compris, Jérém, c'est qu'on ne peut pas se tromper à tester des trucs. Bon, pas tout tester et si on se trompe, dans tous les cas, c'est une leçon réadapter derrière. Pour le jeûne intermittent, quand tu disais par rapport aux calories, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire du jeûne intermittent pour perdre du poids. En général, ouais. Mais là où tu dis, c'est que finalement, ce qui compte, c'est le total de calories ingérées sur toute la semaine. Exactement. De toute façon, alors pour la perte de poids, c'est toujours le déficit calorique qui compte, dans tous les cas, que ce soit du jeûne, le régime cétogène, etc. Le point commun à tous, c'est le déficit calorique. Avant de revenir un peu sur ce déroulé de la journée, parce que j'ai trouvé hyper intéressant tous les points que tu as développés, je suis désolé, mais j'aimerais que tu me réexpliques ce pic de glycémie. C'est peut-être clair pour toi. Pour les auditeurs, je ne sais pas si ça l'est pour vous. Je sais que pour moi, c'est une donnée qui est un peu floue. Alors, c'est un peu flou pour la communauté scientifique. Ah, tu me rassures. Voilà, il y a un côté où le pic de glycémie existe et il y a un côté où c'est pas grave. Hormis pour les diabétiques, les résistants à l'insuline, etc. Donc résistance à l'insuline, prédiabète, diabète de type 2, en général, pour faire le raccourci. On n'est pas très au clair sur ce pic de glycémie. La théorie, c'est que quand on mange trop sucré, on va déclencher un pic de glycémie. Qu'en première partie de journée, jusqu'à 15-16 heures, encore une fois, c'est de la chronobiologie. Hein. Et du coup, après ce pic, vu qu'on a sécrété beaucoup d'insuline, on tombe en hypoglycémie réactionnelle. Cette étape, explique-la moi. En fait, si je comprends bien, quand on mange, on a du sucre qui rentre dans notre... Qui arrive dans l'organisme et qui va aller dans le sang, qui va être stocké sous forme de glycogène dans le foie, les muscles. Et c'est ça ce qu'on appelle le pic de glycémie. Ouais. C'est l'augmentation du sucre dans le sang. Exactement. Le pancréas va sécréter de l'insuline. Il est fait pour ça. Donc l'insuline est là pour faire descendre la glycémie. Mais chez certaines personnes, pas trop sûr pour le coup, souvent la glycémie descend trop bas. D'accord. Donc on tombe en hypoglycémie réactionnelle. Souvent, ça, c'est plus chez les diabétiques, les résistants à l'insuline. Mais voilà, il y a quand même des gens qui ont des coups de barre, etc. Alors, ça peut être lié au cortisol, ça peut être lié à plein de choses. Le problème, c'est que quand on est en hypoglycémie, le corps est bien fait,
Donc ça va envoyer des signaux et le corps va réclamer du sucre. Donc il y aura le coup de barre à cause de l'hypo et les fringales sucrées ou la faim, souvent c'est une fringale sucrée parce que le corps a capté qu'il avait besoin de glucose, et la personne qui va aller au distributeur acheter une barre chocolatée ultra sucrée, quoi. Et le problème c'est que ça fait les montagnes russes toute la journée. Hyper intéressant, on peut s'arrêter juste sur ce phénomène-là. Ouais. Ce pic de glycémie, il pourrait être expliqué si jamais le matin je prends un petit déj sucré. Combien de temps après je vais avoir le coup de barre? Ça dépend vraiment des personnes. Là, il n'y a pas de règle, il y a des personnes qui vont être très sensibles. Après, ça va dépendre aussi de la qualité du repas. Il y a la différence entre le petit-déj où on va prendre le lait et puis les céréales pour enfants chocolatés, etc. Et un verre de jus d'orange. Donc, on a un repas qui a un index glycémique très élevé. Donc, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à faire grimper le taux de sucre dans le sang. Là, on n'a aucun frein aux glucides, donc il va y avoir un pic énorme. Et il y a l'index glycémique du petit-déj qui est beaucoup plus construit. Donc tout à l'heure, on parlait des protéines, du gras. Donc en fait, quand on va manger un produit glucidique, n'importe lequel, que ce soit un produit ultra sucré, des fruits, une source de glucides complexes comme des flocons d'avoine, des choses comme ça, en fait, les fibres, les protéines et la matière grasse va tamponner un peu l'impact sur la glycémie. Par exemple, dans les flocons d'avoine, on va avoir effectivement des glucides qui vont faire grimper la glycémie, mais on a aussi des fibres, et en plus une fibre qui va ralentir la digestion. Mais en plus de ça, on va avoir le fromage blanc et le beurre de cacahuète, par exemple, qui vont ralentir c'est tout pour ça. qu'on propose plutôt de les prendre, enfin de prendre un goûter complet, de prendre un Exactement. petit déjeuner complet. C'est que en fait, quelque part, ça crée un bon mélange En qui fait, toujours en synergie, et c'est pour ça qu'on ne peut pas aussi incriminer un seul aliment. D'accord. Donc, voilà. C'est hyper intéressant, Jérém. Vraiment, je viens enfin de comprendre pourquoi on nous dit, si vous mangez, je dis n'importe quoi, un truc très sucré, prenez à côté une pomme ou une banane. Parce que moi, dans ma tête, je voyais que, entre guillemets, les calories. Je me dis, pourquoi est-ce que je dois manger plus? Alors qu'en fait, c'est plutôt créer des synergies. Le risque après, c'est que si on associe plusieurs sources, le total calorique augmente. Donc il y a aussi la nuance, et il y a aussi la nuance en tant que diététicien spécialisé en comportement alimentaire. Ça n'a jamais tué personne de manger une barre chocolatée sucrée de temps en temps sans tamponner avec un yaourt, etc. Perso, moi quand je mange une barre chocolatée, je mange pas un yaourt ou quelque chose avec. Mais voilà, si on a l'habitude de manger des produits très sucrés, ça peut être bien de les accompagner pour limiter l'impact négatif. Donc on a ce pic de glycémie qui varie en fonction des gens, qui varie en fonction des aliments. Pour l'éviter, même si j'ai bien compris dans ton discours, on ne peut pas vraiment l'éviter, c'est physiologique. Alors c'est physiologique, le corps, de toute façon, il est fait pour gérer ça, hormis diabète, etc. Mais le corps sait faire. Donc la diabolisation des glucides, du sucre, mollo. Ah, vas-y, continue, s'il te plaît. Aujourd'hui, voilà, dans les réseaux sociaux, on entend souvent, sans citer de personnes, mais voilà, il y a une diabolisation, surtout du sucre aujourd'hui. Avant, c'était le gras, maintenant, c'est le sucre. Voilà. Le corps est fait pour gérer le glucose, et tous les aliments qui contiennent des glucides font grimper la glycémie. Ça, c'est complètement normal, ok. Et on en a besoin. Et on en a besoin surtout, si on prend par exemple une personne qui a besoin de 2000 calories, donc elle a besoin de protéines, de lipides. Dans les 2000 calories, la personne a besoin de 45 à voire, ça dépend des personnes, 65% de glucides. Donc si on tranche en deux, elle aurait besoin de 1000 calories de glucides. 1000 calories de glucides, ça fait 250 grammes de source de glucides. Et 250 grammes, c'est pas 250 grammes de pâtes. C'est, je sais pas, 150 grammes de riz le soir, 100 grammes de pâtes le midi, ça va être 400 grammes de légumes répartis, une barre de céréales, des flocons d'avoine le matin. Donc on a vraiment de la marge. Mais la moitié de nos apports doivent être des glucides. Donc on a ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui avec toute la diète culture, etc. Et ça crée quand même pas mal de problèmes. Si je résume, ce pic de glycémie est normal. Faut pas diaboliser le sucre, mais finalement, comme tout dans la vie, c'est une question d'excès. Ni on l'enlève complètement, ni on le surconsomme. Savoir ce qu'il y a dans notre alimentation, on peut pas se tromper à faire ça. Exactement. Et encore une fois, c'est des tests, et toujours l'histoire aussi de se faire accompagner, parce que maintenant, il y a plein d'infos partout. Et quand on a des infos, toujours avoir la nuance qui va avec, et le bon sens qui a tendance aujourd'hui à manquer avec les réseaux sociaux. Je pense que tu le vois aussi avec la kiné, Bien etc. Sûr. Donc voilà, et ne pas hésiter à déjà suivre peu de personnes, parce que quand on a plein d'infos, on se perd, et du coup on ne fait plus rien, ou alors on fait tout, et dans tous les cas ça marche pas. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de tester et de voir ce qui nous convient, de la même façon que dans la kiné. Je pense qu'il y a un exercice qui va à quelqu'un et pas un autre, c'est pas un autre. Question de contexte. Donc c'est la même chose en nutrition. Donc finalement, on en aurait un peu deux grands schémas types.
si on suit ce petit déjeuner sucré ou absence de petit déjeuner, je vais avoir mon pic de glycémie, suivi une hypoglycémie. Cette fatigue, du coup, elle est normale. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait essayer de mieux la gérer, moins la subir? En fait, il faut vraiment voir du côté des fringales en fin de matinée. Déjà, avoir faim en fin de matinée, c'est normal. Il y a plein de personnes qui diabolisent les collations, que voilà, le goûter c'est pour les enfants. Un adulte qui est de taille normale a besoin de 3 repas, voire de collations. Même certaines personnes sédentaires, même les personnes, et surtout les personnes en surpoids, en obésité, chose qu'on n'entend jamais, trop rarement malheureusement. Dans tous les cas, même s'il y a un petit déj, la glycémie elle diminue et on peut avoir faim le matin. Par contre, elle sera d'autant plus forte si on a commencé la journée par un petit déj ultra sucré, etc. L'idée, c'est quand même d'écouter la faim le matin, parce que qui dit hypo dit manque de concentration, mais ça va aussi jouer sur la dopamine. La dopamine, donc c'est l'hormone, le neurotransmetteur de la motivation, de l'action, de la mémorisation aussi. Et quand il y a des fluctuations de glycémie vers le bas, il y a un manque de dopamine qui, quand on manque de dopamine, va faire qu'on va avoir envie de manger des trucs sucrés, gras, etc. Donc c'est pour ça que c'est super important de manger régulièrement et d'avoir un rythme aussi de repas. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est assez normal physiologiquement que quand je suis en baisse d'énergie, je vais avoir envie de gras et de sucre. Ouais, en fait, c'est vraiment relié. Quand il y a une hypoglycémie, en fait, ça fait chuter la dopamine. Donc la dopamine, c'est vraiment le côté récompense, etc. Le cerveau va forcément aller en chercher. La façon la plus facile d'en avoir aujourd'hui, c'est la bouffe, très clairement. Donc voilà, c'est pour ça en fait que, par exemple, pour moi, moi j'ai un biais, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui font de l'hyperphagie, etc. Des personnes qui vont manger de très grosses quantités de nourriture en moins de 2 heures. En général, on parle de 2000-2500 calories en moins de 2 heures, rapidement, sans compenser derrière avec du sport, des vomissements, etc. 80% des crises d'hyperphagie ou même de compulsion, compulsion c'est beaucoup moins fort qu'une crise, est due à une déplétion énergétique. Donc c'est qu'elles ont faim, soit parce qu'elles n'ont pas mangé assez, parce qu'elles ont peur de grossir, soit parce qu'elles ont trop bougé, mais qu'elles n'ont pas mangé suffisamment. Et c'est relié aussi à la dopamine qui diminue. Et quand on fait une crise d'hyperphagie, on fait jamais une crise avec des pommes. Pour le coup. Oui, c'est ça. On va pas se bouffer 4 concombres parce Exactement. Le conseil principal, c'est qu'on ne laisse pas plus de 4 heures entre chaque repas, parce que ça augmente le risque de compulser. Compulsion, ça peut être manger 4 gâteaux. Donc c'est ultra important vraiment de respecter sa faim et surtout de s'assurer de manger suffisamment. C'est vrai que c'est pas trop des conseils qu'on entend. Non. Malheureusement, donc là avec la diète culture, très clairement, les glucides déjà c'est le diable. Et ça très clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je saute mon petit déj et que voilà j'ai faim à 10 heures et que ma faim, je sais pas, admettons, elle est déjà à 7 sur 10, c'est quand même assez élevé, je ne m'écoute pas. J'arrive à midi, j'ai une faim à 12 sur 10, poussez-vous de là, faut que je mange. Très clairement, j'engloutis mon sandwich, mon fondant au chocolat, je me suis fait 1200 calories, alors qu'en mangeant régulièrement, peut-être que là, je serais à 700 calories en fin de matinée. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ces collations, elles servent pas à manger plus, elles servent à réguler les prochains repas. Moi, si je mange une collation à 17h, ma faim, elle retombe à 0. Le soir, je vais pas gloutonner tout ce que je trouve. Et en fait, ce repas en plus, même si j'ai pas trop faim, va me permettre de moins manger le soir. Enfin, pas moins manger à mieux. ma faim, réguler. Et puis mieux, parce qu'en fait, vu que le soir, tu vas pas forcément arriver à table avec une envie de tout bouffer, je vais être beaucoup plus raisonné. On n'arrête pas de dire qu'il faut éviter les grignotages. Là où toi, tu dis, en effet, il faut éviter les grignotages en excès de tout et n'importe quoi, mais là où ça fait sens d'avoir des collations, entre guillemets, alors c'est pour ça que grignotage et collation, c'est 2 choses différentes. Grignotage, c'est je mange mais j'ai pas faim. Envie de manger émotionnel. Ça peut être de l'externalité, c'est-à-dire, je sens le croissant dans la rue, je vais avoir envie de manger un croissant. Donc ça, c'est plus du grignotage, c'est pas forcément un besoin, même si derrière, on peut le réguler. Si je mange, une tarte au citron à 17h et que j'ai moins faim à 19h, c'est régulé. Les gens qui sont minces ou qui ont un poids normal et qui ne font pas attention, très clairement, c'est ce qu'ils font. Ils se prennent pas la tête et tout va bien. Pour info, pour ceux qui l'écoutent seulement en audio, Jérém a fait des guillemets quand il a dit le mot normal. Exactement. C'est un mot sur lequel on parle de normalité mathématique et pas de normalité sociétale. Exactement. Merci de le préciser. Donc on a identifié ces 2 pics de glycémie et ces fatigues que tu nous as expliqué. On rentrera tout à l'heure un peu plus dans les détails des solutions que tu proposes. Ensuite, tu me parlais, je rentre chez moi, je suis crevé, j'ai pas l'énergie de faire du sport et je vais aller dans une valeur un peu refuge. De nouveau des écrans, pas être forcément en forme et pas avoir d'envie particulière. C'est lié à quoi? Une chute de dopamine aussi? Ouais, il y a la chute de dopamine, donc qui est l'hormone de la motivation, forcément qui vient aussi par la faute de la glycémie qui diminue parce qu'on n'a pas mangé certainement depuis midi. Et on a aussi un besoin de sérotonine. En fait, pour comprendre, le matin,
on fonctionne plus avec la dopamine qui va nous motiver, nous permettre de passer à l'action. Et en fin de journée, on a besoin de plus de sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur, de l'apaisement, etc. Pour nous faire redescendre. Cette sérotonine, après, elle est transformée en mélatonine pour pouvoir bien dormir. Et en fait, ça, tout au long de la journée et surtout en fin de journée, la dopamine et la sérotonine diminuent. Et qui dit manque de dopamine et besoin de réconfort, dit forcément soit des écrans parce que ça booste la dopamine à fond, soit de la nourriture émotionnelle pour retrouver ce pic de sérotonine. Tu es en train de me dire que finalement, c'est normal qu'en fin de journée, je me sente moins motivé. Oui. Cela dit, quand je dis ma phrase, je me dis à quel point c'est censé être normal. C'est la société qui nous a induit tout ça, mais oui, c'est normal d'être fatigué en fin de journée, c'est normal d'aller dans le canapé en fin de journée. Alors, d'être que dans le canapé et d'être inactif, ça peut provoquer d'autres soucis, mais on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'aller dans le canapé en rentrant, faire une petite pause. Est-ce que la seule chose, mais c'est ce que tu m'avais dit déjà dans la première vidéo, normalement, je me mets dans mon canapé après ma journée de travail où j'ai cramé de l'énergie, où je suis fatigué. Seulement là, on a cette erreur, c'est qu'une fois qu'on se met dans le canapé, on se reprend un shoot de dopamine. C'est bon ce qu'on fait. Si, là, c'était pour mimer mon téléphone. Ouais. Les gens l'ont pas vu, en fait, j'ai sorti ma main, j'ai mimé un téléphone. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on va avoir de la mauvaise dopamine, mais finalement, on n'est toujours pas stimulé. Oui. On rentre dans un cercle vicieux. Qui dit scrolling du téléphone dit aussi, ça s'ensemble très vite de 10 minutes à 1 heure sur le téléphone. Oui. Et après, soit on a trop faim et on va manger un truc rapide, soit la fatigue est vraiment trop importante et on va pas prendre le temps de cuisiner. Et du coup, le déséquilibre alimentaire va faire que on n'a pas assez de dopamine, etc., etc. Ou alors qu'on va trop manger et qu'on va mal dormir. Juste pour finir cette journée, donc je me shoot à la dopamine avec mon téléphone. Du coup, vu que j'ai ma dopamine qui arrive par le téléphone, j'ai pas forcément de motivation, j'ai pas besoin de faire du sport, j'ai pas besoin de bien me faire à manger. De toute façon, j'ai trop faim pour bien me faire à manger et je me jette sur le premier truc gras et sucré que les plateformes de livraison à domicile vont me proposer. Exactement. Je vais pas forcément avoir envie d'aller me coucher non plus parce que finalement, je suis bien là. La difficulté à aller se coucher, c'est aussi déjà qu'on va restimuler la dopamine. C'est selon ce qu'on fait, ça peut être excitant, donc on va couper un petit peu la fatigue. Il y a la lumière bleue des écrans qui empêche la sécrétion de mélatonine pour pouvoir avoir l'endormissement de qualité. Mais il y a aussi la procrastination du coucher. C'est-à-dire que vu que la journée a été trop vite, je suis pas trop pressé que ça soit le lendemain. Donc en fait, je vais regarder un épisode de plus, je vais scroller encore une demi-heure de plus parce que si je m'endors, c'est déjà le lendemain, c'est déjà le boulot, etc., etc. Donc il y a ça qui rentre en jeu et c'est le cas de beaucoup de personnes malheureusement parce que les gens ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux la journée, justement. Ouais. Après, on est dans une société, je me fais l'avocat du diable, Jérém, mais finalement, qui auto-entretient cette roue de hamster. En fait, c'est la bouffe livrée à la maison, c'est tellement pratique. Les épisodes qui ne s'arrêtent jamais, c'est tellement pratique, c'est tellement satisfaisant rapidement. C'est presque plus coûteux de sortir la roue du hamster que d'être dans la roue du hamster. Exactement. Alors, c'est plus coûteux, mais par contre, je crois qu'on l'a vu dans la première vidéo. Le truc, c'est que quand on décide de faire quelque chose qui est en accord avec nos valeurs, si je déteste aller courir et que je vais courir, ça va pas marcher. Par contre, si je fais vraiment l'effort d'aller courir, un peu le truc, je sais, là j'ai la flemme d'y aller, mais je sais que quand je vais avoir fini, je vais me sentir trop bien. En fait, c'est vraiment réel, c'est-à-dire que quand je vais aller courir et que ça me demande un super effort de le faire, ma dopamine, elle est, je crois que c'est 360% plus sécrétée que les écrans. Donc c'est pour ça que c'est important de dire ok, j'ai le droit de me reposer, mais par contre attention à l'inaction qui entretient le cercle vicieux. Moi je déteste ces moments-là, et vraiment en plus de ça je me déteste, ça joue même sur l'estime de moi. Tu sais, quand je me dis je me pose juste 10 minutes et je me prends dans un piège de doom scrolling, vraiment j'ai l'impression que mon cerveau il est éteint. Je cherche parfois de l'inspiration sur les réseaux sociaux et j'en trouve pas, il y a rien vraiment qui me stimule. J'ai rien appris, alors que si j'avais pris un bouquin 10 minutes, ça aurait été bien, où j'aurais pu me lever et aller faire du sport. Et d'ailleurs, c'est une astuce que je vous conseille, on passera sur plus d'astuces tout à l'heure, mais si vous avez la flemme de vous lever pour aller faire du sport, ne vous concentrez pas sur l'état émotionnel à l'instant T, mais plutôt sur celui que vous aurez après votre séance. Et dites-vous que c'est celui déjà que vous avez dans votre corps. Je veux le bien-être de mon squat, je veux le bien-être de ma course à pied, je veux le bien-être de ma séance de sport, et je l'ai déjà dès maintenant. Et je l'ai dès maintenant, et c'est celle-là que je vais aller chercher. Avant qu'on casse cette roue du hamster, je sais qu'on est là ensemble, vous le savez, sur ces formats longs, j'aime qu'on prenne le temps de tout expliquer pour prendre le temps de tout solutionner. Si jamais vous voulez des solutions rapides, c'est sur TikTok ça se passe. Ici, là, on est là pour prendre le temps de comprendre les choses. On avait identifié ensemble 5 profils un peu plus spécifiques qui pourraient avoir soit des particularités, soit des questionnements particuliers, soit un métabolisme particulier. J'avais le profil des ados, des jeunes parents
des sportifs, des personnes âgées et c'est toi qui me l'as suggéré, des profils des personnes avec des TDAH. Exactement. Leur journée va être la même pour ces 5 personnes que celle que tu nous as décrite? Alors, les journées sont sensiblement les mêmes, mais les besoins sont différents. Si par exemple on prend les enfants, très souvent, moi, je vois des parents qui me disent, voilà, il dort 10-12 heures, c'est long, je vais le réveiller. Très grosse erreur, pour le coup. C'est notamment les enfants et les ados ont besoin de 10 heures à 12 heures de sommeil. Ça, c'est normal. Donc ça, c'est normal. Et au contraire, par exemple, si on prend les personnes âgées, leur chronotype se modifie au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est pour ça qu'on voit les personnes âgées devant Carrefour à 7 heures, parce qu'elles se lèvent beaucoup plus tôt et se couchent beaucoup plus tôt. Donc là, il y a des modifications qui se font. Après, on est d'accord, les personnes âgées, elles ont une sorte de syndicat qui fonctionne, je sais pas, avec des talkie-walkie pour s'assurer qu'elles soient devant nous dans la caisse au supermarché. Exactement. À 17 h quand on est pressé. Le samedi à 14 h voilà. Peut-être, mais... On déconne, évidemment. Les femmes enceintes, elles construisent un enfant, donc elles ont déjà un métabolisme qui est beaucoup plus élevé parce que elles ont besoin aussi de beaucoup plus de substrat énergétique, de protéines. Substrat énergétique, tu peux pas dire nourriture. De nourriture, de calories, substrat énergétique. d'énergie. Le mec s'est pris dans Alien, quoi. J'ai besoin de substrat énergétique. Tiens, prends une pomme. Merci. Même pour les personnes qui souffrent de TDAH, c'est les mêmes journées. Par contre, l'impact sur l'énergie est pas du tout la même. J'ai de plus en plus de personnes qui souffrent de TDAH, c'est relié à l'hyperphagie, à une grosse comorbidité, etc. Explique ça, parce que ça, tu passes très vite. Ouais. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le comorbidité, il va juste répondre morbidité. Vous avez un TDAH, oui, vous avez faim, vous allez mourir. Merci Jérémy. Leur cerveau fonctionne en sous-dopaminergique. En fait, ils sont toujours en manque de dopamine. Ce qui fait que ils sont toujours à la recherche de nourriture, ce qui crée des crises d'hyperphagie. C'est pas forcément le TCA hyperphagie, mais c'est le symptôme crise d'hyperphagie. Comorbidité, c'est quand 2 pathologies sont assez copines, ont tendance à s'associer. TDAH et s'auto-entretiennent. Et hyperphagie, c'est une maladie ou c'est une pathologie psychiatrique. D'accord. Ouais. La difficulté avec les personnes qui souffrent de TDAH, c'est que l'organisation est beaucoup plus difficile. Elles ont vraiment besoin de routine, etc. Et il y a souvent cette culpabilité en fin de journée et cette fatigue, surtout en fin de journée, de plus pouvoir faire de sport, de plus pouvoir cuisiner. Souvent on me dit j'ai la flemme, je me sens mal, j'ai pas d'énergie. En fait, c'est pas de la flemme, c'est qu'elles ont tellement mis d'énergie à survivre à leur journée, tellement ça demande de l'énergie mentale, etc. qu'en fait, le soir, elles ont plus de jus pour le faire. Les sportifs, eux, ils ont plus de chance, entre guillemets, parce que le fait de faire de l'activité physique va réguler la dopamine, la sérotonine. Donc en général, les sportifs, je ne dis pas que c'est une règle absolue, il y a souvent moins de problèmes de gestion énergétique. Niveau humeur, morale, c'est souvent assez stabilisé. Idem pour la glycémie, parce qu'il y a quand même souvent une masse musculaire qui est plus importante, donc le muscle gère le glucose plus facilement qu'une personne qui serait très sédentaire et qui manquerait de masse musculaire. Tu peux me l'expliquer ça ou pas? Pourquoi la masse musculaire régule le glucose et de coup la glycémie? Ouais, en fait il faut savoir que plus on est musclé, plus on dépense de l'énergie au repos. On l'a dit tout à l'heure, le substrat... on l'a dit tout à l'heure, le carburant c'est le... Donc toi, t'es soit dans Alien, substrat énergétique, soit dans Mad Max, le carburant. Tu peux pas dire bouffe. C'est pas de la bouffe, c'est du carburant. La bouffe, c'est les pâtes, le carburant, c'est le glucose. Il faut savoir que plus on est musclé, plus on dépense de l'énergie au repos, parce que les muscles se servent du glucose que dans le sang. C'est aussi pour ça qu'on conseille, après avoir mangé, d'aller se balader pour éviter que le glucose reste dans le sang, etc., et qu'il soit utilisé. Donc la fameuse marche digestive, c'est pas si con comme conseil? C'est un très bon conseil. Pas forcément pour le glucose, mais pour prendre l'air, la vitamine D, etc. Donc ça, c'est top. Et il y a vraiment ce côté neurotransmetteur où le sport, le sport et même juste le corps en mouvement, va permettre de réguler l'humeur. Au travers autre chose que seulement la dopamine, mais avec de la sérotonine, des endorphines. Et c'est pour ça que les personnes sportives, en général, elles ont tendance à moins grignoter, à moins avoir de compulsions, etc. Sauf si elles ne mangent pas assez. T'aurais un mot sur le cortisol? Tu l'as pas tellement évoqué depuis le début. Ouais, le cortisol... donc lui, il agit plutôt le matin. Il faut savoir qu'on a un pic, alors encore une fois, ça dépend des personnes, mais entre 6 et 8 heures du matin, il y a un pic de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça ne veut pas dire qu'on est stressé le matin, mais il y a ce pic de cortisol le matin qui nous met en alerte.
Le cortisol, il est sécrété quand on a un état de stress, il nous permet de survivre, il nous permet aussi de regarder à droite et à gauche quand on traverse la route. Pratique. Donc on ne cherche pas à le supprimer comme on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, voilà, comment supprimer le cortisol. Parce que les gens pensent que cortisol égale stress, c'est pas tout à fait le cas. Cortisol égale plutôt redescente et retour à l'état normal du stress. Et ce qui va être problématique, en fait, c'est vraiment les accumulations de sources de stress qui vont faire que le cortisol est trop souvent élevé. Qui dit trop souvent élevé dit aussi la baisse de la sérotonine, dopamine, et après c'est le crash, le burn-in, le burn-out, etc. Qu'on avait vu dans la première vidéo. La première vidéo, exactement. Je reviens sur le petit-déj. Quand des personnes vont jeûner, on l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes pour qui ça va bien se passer. Mais par contre, quand on jeûne, certaines personnes, ça va leur modifier l'action du cortisol. Il faut savoir que le cortisol, en fait, il influence la dopamine. Donc ça ne veut pas dire que si j'ai pas de cortisol, j'ai plus de dopamine. La dopamine, elle est sécrétée à part aussi dans le cerveau. Mais le cortisol augmente un petit peu l'efficacité des neurotransmetteurs de la dopamine. C'est-à-dire que j'augmente le Wi-Fi et ça capte mieux, on va dire. Et quand on va manquer de cortisol le matin, la dopamine a plus tendance à chuter. D'où l'intérêt, encore une fois, de petit déjeuner. Donc on a besoin de cortisol. Exactement. Pour pouvoir avoir une bonne dopamine. Exactement. Et se sentir bien. Niveau d'alerte pour se réveiller. Et comme on le disait tout à l'heure, les personnes qui vont scroller directement le matin, ce qui arrive souvent, ça va provoquer un stress supplémentaire. Potentiellement, alors il y a le double effet. Il y a soit je scrolle, je vois les infos hyper déprimantes, ça va augmenter mon stress. Ou alors, vu que le cortisol est censé me mettre en alerte, si j'habitue mon corps à rester au lit, le corps il se dit je sécrète du cortisol mais ça sert pas à grand chose. Le même phénomène que quand on snooze le réveil. Quand on va déplacer, quand on va décaler l'heure de réveil, ça sonne, je me rendors 10 minutes, en fait le corps il comprend plus rien et finalement il sécrète du cortisol mais il sait plus trop quoi en faire. Donc au bout d'un moment il diminue la quantité sécrétée et l'efficacité et ça entraîne toute la cascade un peu négative, quoi. Avant de passer aux solutions, j'ai une dernière question sur le cortisol. Qu'est-ce qui fait que parfois on est en excès de cortisol et que le cortisol n'arrive plus à s'autoréguler? Ce qui va faire que le cortisol il est en excès souvent, alors c'est plutôt les accumulations de stress. Donc du stress chronique. Stress chronique et multisource. Parce que je sais pas, moi, en ce moment, je passe mon mémoire, c'est à peu près la seule source que j'ai. Par contre, si j'ai le mémoire, mes consultations, etc., là, en fait, mon cortisol, et j'ai plus facilement de chances d'être épuisé rapidement. Qui souvent est dû aussi à la procrastination. Parce que si je reste au lit, que je suis fatigué et que mes tâches, j'arrive pas à les faire, que je prends du retard, en fait, tout s'accumule derrière. Je précise, c'est pas des petits proutes que je fais sur ma chaise, c'est juste que mon short excessivement moche quand il glisse. Je ne juge pas. Non, on accueille tout ici. Et c'est pour ça qu'on aime ces vidéos. Jérém, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo sur les solutions. J'aimerais autant que possible au montage qu'on garde nos blagues. Je trouve qu'elles mettent de l'humour. Et je tiens à préciser que dans la première vidéo, il y avait eu énormément de vidéos qui disaient « Le diététicien est super drôle. Par contre, celui qui l'accueille est un énorme beauf et il n'arrête pas de le couper. Sachez que c'est ma chaîne et que je vous en... » Si vous n'êtes pas content, vous allez directement sur la chaîne de Jérémy. Les amis, je prends juste une minute, comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, pour vous parler de mon partenaire du jour, le laboratoire NHCO, spécialisé en acides aminés et en micronutrition. Il vous propose aujourd'hui un questionnaire pour pouvoir mieux vous comprendre, évaluer le lien entre votre fatigue, votre nutrition, vos habitudes de vie et éventuellement savoir ce dont vous pourriez avoir besoin. Je reprends la suite de l'épisode avec Jérém pour mieux comprendre votre journée et évidemment tout un tas de solutions. Jérém, est-ce qu'on peut reprendre un peu en détail cette journée type où tu vas me décomposer un par un ce qui se passe dans chacun de ces états, symptômes? On commence par le matin. Mon conseil numéro 1, ça serait de sortir de son lit très rapidement. On arrête de scroller, on ouvre les volets, on capte la lumière et go. Pourquoi la lumière est si importante le matin au réveil? On est calé sur un rythme jour-nuit, c'est le rythme circadien, donc c'est ça qui va aussi permettre de sécréter les neurotransmetteurs, les hormones, etc. Donc l'idée, c'est que la lumière du jour montre au corps que c'est la journée et qu'il doit sécréter de l'ATP, donc c'est la source d'énergie du corps, etc. Et par exemple, en fin de journée, ça s'accompagne avec la chute de la sérotonine et la transformation de la sérotonine en mélatonine pour bien dormir. Et donc en fait, quand on se réveille, qu'on snooze notre réveil 2-3 fois et que quand on se réveille, on est sur le téléphone, on casse entre guillemets le signal de notre corps de il faut se réveiller. Exactement. Tu peux rentrer dans les détails, s'il te plaît, de ces mécanismes biochimiques? En fait, c'est vraiment le fait de prolonger cette semi-somnolence qui va faire qu'on va rester dans l'état de léthargie assez longtemps dans la matinée.
Donc pas de réaction au cortisol, à la dopamine, etc. Donc se lever directement sans snooze permet de casser ça. Ouais. Ne pas regarder le téléphone permet permet de casser ça. De se sentir mieux déjà, de pas dire oh là là, j'ai une vie pourrie, etc. De pas voir l'actu. Là, il y a plein de personnes qui vont dire non mais je suis incapable, ça va être trop difficile. L'idée, c'est vraiment de se donner un petit coup de pied aux fesses au début. Pendant un peu combien comme on disait pour le sport. Voilà, ça va être dur au début d'y aller, mais après, je vais me sentir super bien. Pendant combien de temps tu penses que ça peut être difficile? Ça dépend. Après, il y a des personnes, si ça fait des années que c'est comme ça risque d'être un peu compliqué. Alors, c'est encore une fois avec bienveillance, flexibilité. Hein, c'est voilà, si j'ai pas dormi de la nuit, je vais peut-être pas. Voilà, l'idée c'est quand même de bien dormir et faire en sorte de dormir suffisamment à la base. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de le faire régulièrement. Si c'est trop difficile de mettre, par exemple, de la musique et danser, enfin voilà, il faut que ça soit aussi ludique. Et voilà. Faire du sport aussi, c'est pas complètement Ça con, peut être faire du soulever sport, etc. directement. Ou sans parler de faire du sport, s'étirer. S'étirer et bouger au bord du lit. Est-ce que si jamais c'est l'hiver, qu'on habite en Bretagne ou dans le nord de la France et qu'il fait pas beau, ça marche quand même ton conseil? Alors ça va fonctionner, Big de up toute pour façon, les la Bretons. lumière du jour, la lumière du jour va fonctionner. Après, on peut acheter des lampes de luminothérapie. Ça peut fonctionner aussi. Après, les UV, ça reste les UV. Si on se met un peu à l'air froid, le froid va stimuler, donc ça peut être intéressant. Ça peut réveiller, au contraire d'une douche très chaude. Alors, autant la douche très chaude peut calmer le stress, mais ça peut un peu laisser un peu dans le système de léthargie. Moi, pour mes patients qui sont très stressés en fin de journée, je leur conseille plutôt de faire une douche chaude en rentrant pour changer de physiologie, c'est-à-dire voilà, ils ont la physiologie excitée du travail, je prends ma douche chaude pour ralentir. Donc l'idée, ça serait potentiellement de faire une douche froide le matin. Bon courage, personnellement, je l'appliquerai pas à moi-même. Moi j'aime bien ton conseil, je prends ton conseil. Très bien. J'ai remarqué que mes journées n'étaient pas les mêmes quand je prenais des douches froides, j'ai l'impression d'avoir accompli un truc. Ouais, bah félicitations. Il n'y avait je aucune ferai pas, non. sincérité dans ta félicitation. Aucune. Je vais pas vous dire de faire un petit déj obligatoire. Très clairement, si vous avez vraiment pas faim, que ça passe pas, c'est pas très grave. Par contre, vous pouvez faire le petit déj à emporter quand la faim elle est un peu plus élevée plus tard, ça c'est complètement possible, ou de prévoir une collation si la faim arrive dans la matinée. Mais par contre, l'idée c'est que si vous faites un petit déj, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est petit déj protéiné et gras, un peu de glucides, mais vraiment la part principale c'est les protéines. Le jambon, alors la charcuterie c'est 150 grammes par semaine. Donc on essaie de varier, ça peut être du saumon, de la truite fumée, des œufs, du fromage blanc, du skyr, des petits suisses, des choses comme ça peut être du fromage. Une matière grasse. De la whey? De la whey, c'est possible. Alors si c'est un checker de whey, je suis pas forcément fan. Si ça passe, c'est que c'est aidant, pourquoi pas. Pour moi, il va manquer un peu de mastication. Ah ouais, moi une fois j'ai voulu me le faire, le skyr à la whey. Le matin, je crois que c'est l'une des pires matinées de ma vie. Vraiment, j'avais l'impression, j'étais là, genre, mes enfants étaient là, ça va papa? Et j'étais genre, non, ça va pas du tout. C'est de la merde. Alors, par contre, moi, c'est ce que je fais le matin. C'est fromage blanc, ouais. Par contre, j'ajoute des fruits rouges surgelés, des flocons d'avoine et du beurre de pistache. Les fruits rouges surgelés, c'est pour le côté croustillant, Jérém? Non, c'est pour les antioxydants, pour la Mais santé de façon tu générale. les as désurgelés? Non, en fait, je fais tout la veille. Je mélange tout. Je fais fromage blanc, ouais, je mélange. Je mets de l'arôme vanille. Et après, je mets mes flocons d'avoine, mes fruits rouges et de la purée de pistache. Je mélange tout. C'est mou le lendemain, quoi. Et ça sera plus sympa que ce que tu me proposes. Ouais. Il y a combien de cales là dans ce que tu me proposes? 450, 500. Moi, là, le matin, j'ai vraiment pas d'appétit. Et quand je fais dans ma tête l'intégralité de tous les plats que je me sentirais prêt à manger, je crois que c'est des œufs à la coque avec du pain blanc aux mouillettes. J'ai le droit ou c'est pas ouf? C'est top, encore une fois. Alors, le pain blanc, moi, je le diabolise pas forcément. Alors, après, il y a pain blanc et pain blanc. Si on prend de la baguette de grande surface où on a 9 plus 3 gratuite, c'est pas du pain de très bonne qualité, parce qu'il y a du gluten ajouté, etc. Par contre, une baguette tradition blanche... le pain de mie chez le boulanger, moi, je l'aime bien qu'il me le tranche. Ouais, très bien. Après, voilà, tant que c'est pas ultra transformé de chez ultra transformé. Après, voilà, il y a des pains de mie aujourd'hui qui sont ultra transformés, mais sans sucre ajouté, de bonne qualité. Voilà, les Comment on fait pour savoir? Lire les étiquettes, Okay, voir. Demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Exactement. On peut manger des produits ultra transformés au sein d'une alimentation équilibrée, c'est possible. Mais par contre, pas forcément à chaque repas. J'aime bien ta nuance à chaque fois quand tu dis pas forcément à chaque repas. On entend bien dans ton discours, même si je fais des blagues, que ce que tu considères, c'est vachement plus tout ce que tu manges au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année, mais d'avoir conscience de tout ça. Alors d'avoir conscience de tout ça, pas trop mettre de conscience. Donc il y a toujours de la nuance en vrai, c'est fou. Hein. Bah, c'est la marque des gens intelligents, Jérém. Mais parce qu'en fait, si je focus sur mon alimentation, on parlait du stress, de l'épuisement,
si c'est une source de stress supplémentaire, c'est contre-productif. Ouais, je vois. C'est pareil pour la santé et la douleur. Si tu passes en mode pleine conscience et que tu analyses tout, en fait, ton cerveau, il Ça peut tape créer sur du le stress système, quoi, chronique exactement, ouais. juste parce que tu passes ton temps à tout mouliner, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'être flexible, d'être bien avec soi-même. Et si, si le matin, j'ai le temps de faire mes œufs à la coque avec mes mouillettes, etc., tant mieux. Si le lendemain, c'est du fromage à tartiner sur mon pain de mie sans croûte parce que j'ai vraiment pas le temps et que le petit-déj, je suis obligé de le prendre, sinon ça me fait compulser derrière. Il vaut mieux manger ça que rien et compulser derrière. Pourquoi il y a autant de sportifs qui conseillent le beurre de cacahuète le matin? J'ai jamais trop compris. Et c'est riche en calories, donc forcément ça va apporter pas mal d'énergie. Il y a des acides gras qui vont... ça sert pour les articulations. Et encore, quand on en mange trop, il y a quand même pas mal d'acides gras saturés. Donc à l'arrière, il faudrait mieux du beurre de pistache, du beurre d'amande, des choses comme ça. Tu peux m'expliquer rapidement ce que ça veut dire les acides gras saturés? Parce que c'est vrai que je l'entends souvent que c'est pas ouf pour les articulations, mais je le comprends pas. Donc, il y a les acides gras saturés, insaturés. Donc après, il y a la branche monoinsaturée, polyinsaturée avec les oméga 3, les oméga 9, etc. Les polyinsaturés, en général, ils sont anti-inflammatoires. Voilà, l'apport d'oméga 3, ça va être intéressant pour le cerveau, pour le cœur. L'effet anti-inflammatoire, pour les articulations. Les acides gras saturés, il y a quand même des effets inflammatoires, pro-inflammatoires qui vont un effet sur la santé cardiovasculaire. Après, une cuillère à café de beurre de cacahuète le matin, ça n'a jamais tué personne. S'il y a un bon ratio... Sauf moi qui suis allergique aux cacahuètes. Mais ça, tu es des gens. Et effectivement, on essaie d'avoir un peu plus d'oméga 3. Ça ne veut pas dire que les acides gras saturés, on les laisse de côté, parce que ça sert à sécréter plein d'autres choses. Mais voilà, quand on a un bon ratio, ça se passe bien. Donc on pourrait parler parfois d'alimentation pro-inflammatoire et d'alimentation anti-inflammatoire si on a plutôt tendance je dirais pas éliminer, mais à ne pas prendre d'acides gras saturés et privilégier les acides gras polyinsaturés. Après, encore une fois, l'alimentation inflammatoire, c'est vraiment... c'est pas multifactoriel, parce que ça concerne l'alimentation. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, il y a aussi le stress à côté. C'est-à-dire que si je me force à manger anti-inflammatoire, comme je vois certains qui tombent un peu dans l'orthorexie, etc., le stress qui va être provoqué va être pro-inflammatoire aussi. Donc, c'est vraiment où est-ce que je mets le curseur pour que ça me fasse du bien. Je vous remets juste là une vidéo qu'on avait fait avec Léa justement sur l'alimentation anti-vieillissement, qui avait beaucoup de choses en commun dans ton discours. C'est assez agréable d'avoir des discours communs. Pour nous, moldus de l'alimentation, c'est confortable quand parfois au moins vous arrivez à vous mettre... C'est clair, parce que c'est rare en nutrition. C'est vrai que la nutrition, c'est complexe. C'est un gros sujet. Ah, c'est difficile, vous nous facilitez pas la tâche, les gars. On avance dans cette journée, donc... Petit déjeuner, merci pour tous tes exemples concrets. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs absolument à éviter le matin au petit-déj? Non. Après, sauf se forcer à faire un petit-déj qu'on n'aimerait pas, etc. Les produits ultra-transformés tous les jours, très sucrés, c'est peut-être pas l'idéal, mais encore une fois, il y a des personnes qui mangent des céréales ultra-transformées tout le matin et ça se passe bien. Ok, des trucs qu'on doit absolument prendre le matin au petit-déj? Ce qui nous fait plaisir. Parce que quand on se fait pas plaisir, on va manger 3 cookies, 4 cookies dans la journée, donc c'est pas forcément idéal. Ok, le café, le thé? Le café et le thé, il n'y a pas de souci. Après, là, il y a des études récentes qui montrent que boire du café au réveil, c'est pas que ça réduit l'effet du cortisol, mais en fait, vu qu'on est réveillé par le cortisol, il n'y a pas besoin forcément de prendre du café. Et ça rend un peu le café inefficace, qui fait qu'on va consommer plus de café. Et après, il y a une espèce de tolérance à la caféine. Le sucre dans le café, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Aujourd'hui, on conseille 25 à 50 grammes de sucre brut, je veux dire, par jour. Si on peut s'éviter les 5 grammes de sucre, c'est tout bénef. On peut mettre de l'édulcorant. Là, il y a certaines personnes qui vont dire oui, les édulcorants, c'est mauvais pour la santé, etc. Le consensus scientifique pour l'édulcorant, c'est que il faudrait, si on parle de soda sucré zéro, il faudrait 10 canettes pour que ça soit néfaste en termes de quantité. Donc 10 canettes par jour. Hein. Ouais. Un petit comprimé d'édulcorant tous les matins dans son café, c'est pas grave. Okay. Du tout. Donc ça, il y a pas de souci. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça va abîmer le microbiote, petit comprimé, ça va rien faire. Et il y a des personnes aussi qui disent que ça ouvre l'appétence pour le sucre. Ça, c'est faux, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec l'hypoglycémie réactionnelle. Hein. Si je mange pas de sucre, enfin si c'est le goût sucré mais que j'ai pas de sucre, la glycémie ne monte pas. Donc il y a aucune raison d'avoir une hypoglycémie réactionnelle. Donc ça, il y a pas de souci. J'avance dans la matinée, j'ai mon apport de protéines, j'ai un petit déjeuner complet pour utiliser ces effets un peu, ces synergies positives favorables. Je peux me prendre une collation, arriver vers 11h, 10h30. Quand la faim arrive,
Après, on va l'adapter. Si par exemple c'est 11 heures et que je mange à midi, je vais peut-être prendre 4-5 amandes histoire de tenir un peu plus. Par contre, si c'est 10 heures et que j'ai une réunion jusqu'à 14 heures, là, possiblement, je vais peut-être prendre une banane et des amandes. Pour la collation du matin, ce qui est idéal, c'est de toujours avoir des protéines et du gras. Parce que le matin, on cherche vraiment à avoir cette dopamine. Une barre de céréales, faite maison ou pas. Si c'est une barre à base d'oléagineux, amandes, noix de cajou, etc., il n'y a pas de souci. Ça peut être une compote emportée si c'est plus facile à manger avec un yaourt. Ça peut être un petit muffin anglais avec, si on a un frigo, je sais pas, de la viande des grisons, de l'emmental, enfin voilà. Protéines et gras, un peu de glucides. À la différence de la collation de l'après-midi, on va chercher des protéines et du gras, mais un peu plus de sucre, parce qu'on cherche plus de sérotonine. Et quand on mange du sucré, ça permet à la sérotonine de rentrer dans le cerveau. Et on a besoin de la sérotonine et le on a soir. besoin de sérotonine pour rester calme et pas aller vers des fringales émotionnelles. À l'heure du déj, Basique, je vais rien apprendre à personne, je pense. C'est l'assiette équilibrée. Donc de préférence une portion de légumes. À la différence que souvent on parle de la moitié de l'assiette de légumes et souvent les gens se mettent la pression. J'ai beaucoup de légumes. On dit 5 portions de fruits et légumes par jour, mais il faut savoir en fait qu'une portion c'est 80 à 100 grammes. C'est peu, c'est loin d'être la moitié de l'assiette. C'est 2 poignées, je sais pas, de salade, une poignée de haricots verts, c'est une tomate, même pas une courgette. Enfin voilà, un quart de l'assiette c'est largement suffisant. Une portion de féculents, peut-être que des gens seront pas d'accord, moi blanc ou complet je m'en fous. Très clairement, pour l'index glycémique. Donc, les féculents complets, pâtes complètes, riz complet, c'est plus intéressant pour toutes les vitamines, les minéraux, c'est clair, et pour les fibres qui vont être beaucoup plus rassasiantes. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, même si j'ai des féculents blancs, les fibres des légumes et ma protéine et la matière grasse vont faire qu'on va pas avoir ce pic de glycémie. À la rigueur, c'est pas très important, sauf diabète, etc. Et une source de protéines, animale ou végétale. La viande, on essaye de pas dépasser 500 grammes par semaine, quand même, pour éviter les problèmes de santé. De viande rouge Viande rouge, surtout. Une matière grasse. On parle de performance, de mémoire, donc on essaie de prendre des matières grasses végétales, surtout riches en oméga 3. Alors attention, parce que les matières grasses riches en oméga 3, c'est l'huile de lin, de cameline, elles se font pas cuire. Donc plus à mettre dans des salades composées, donc etc. Donc je prends ma petite cuillère, je la mets dans ma salade composée. Ouais, alors effectivement, la cuillère, c'est super important de le préciser. C'est bien de mesurer les quantités d'huile. On a très vite fait de faire comme ça et d'avoir pas mal de lipides et d'augmenter le nombre de calories. Donc, on risque de prendre du poids sans se rendre compte, forcément. Donc une cuillère à soupe, en général, c'est 10 grammes. C'est une quantité assez normale pour la population générale. Pour les cuissons de l'huile d'olive, qui supporte bien la chaleur. Mais par contre, pour les crudités, les choses froides, huile de noix, huile de cameline, ça peut être intéressant de mixer tout ça. Ça, je veux bien. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Ça veut dire quoi quand une huile ne supporte pas bien la chaleur? C'est-à-dire que si moi, je prends mon huile d'olive et que je le mets au fond de ma poêle, zéro souci, elle supporte très bien la chaleur. Par contre, on appelle ça le point de fusion. C'est là où l'huile noircit. Et ça va créer des composés toxiques qui sont cancérogènes, etc. Un peu comme le beurre qu'il ne faut pas faire cuire. Le beurre noisette, par exemple, c'est très très bon dans la gastronomie. C'est un peu moins bon pour la santé. Non. Donc, non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Alors jusque-là, tu étais le bienvenu sur ma chaîne. Je sais. Tu ne critiques pas le beurre. Cru sur les haricots verts. Oh, ça fait très diététicien, Ah ça. non, J'ai un peu honte. Très le clairement. beurre, alors écoute-moi. Tout à l'heure, j'ai dit les Bretons par rapport au soleil. Par contre, il y a un truc, moi, je suis vendéen. D'accord? Jusque-là, je l'ai jamais dit sur ma chaîne. Parce que personne n'avait attaqué le beurre. Mais ma grand-mère, qui est encore aujourd'hui de ce monde, Mano, je t'embrasse, il ne reviendra plus jamais. Donc, sur le beurre, tes conseils, tu te les prends, tu te les fous là où je pense. Très bien. Mais beurre de Micelle, dans tous les cas. Bah oui, évidemment. Tu sais que j'ai fait une émission de télé avec un chef. 3 modes de beurre. Il a fait passer dans la recette. On était 4 à table. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit, là, c'est un peu trop beurré. J'avoue. Il m'a dit, mais c'était sans doute très bon. Ah, c'était mortellement bon. La collation de l'après-midi, c'est un peu différent parce qu'on va essayer d'incorporer plus de glucides. Parce que les glucides vont permettre donc, au tryptophane de passer la barrière hémato-encéphalique. Hémato-encéphalique? Ouais, du coup, passer du sang au cerveau. Et du coup, le tryptophane se transforme en sérotonine ensuite. Donc voilà, le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on trouve dans les protéines. Donc d'où toujours l'intérêt d'avoir suffisamment de protéines par jour et donc dans cette collation, mais le produit sucré aussi. Donc les protéines sont bonnes pas que pour nos muscles, elles sont aussi bonnes pour notre cerveau et pour nos nuits. Très clairement. Il faut vraiment imaginer, en fait, pour les macronutriments, on a protéines, lipides, glucides. Protéines, c'est la carrosserie. Donc sans les protéines, il n'y a pas de voiture, quoi. Les lipides... sur une métaphore de bagnole, Jérém. Exactement, c'est très original pour moi, quand même. Depuis que je fais du sport, pas mal de testostérone.
Pour les lipides, c'est l'huile de moteur. Et les glucides, c'est l'essence. Ok. Les fibres, ça rentre pas dans les macronutriments? Les fibres, ce sont des glucides, mais c'est des glucides qui ne contiennent pas de calories. Et ça fait partie des glucides. On appelle ça fibre parce que il n'y a pas de calories dedans. J'arrive le soir. Je suis crevé de ma journée de travail, mais mine de rien, pendant des jours, je suis tes conseils, tes miracle conseils du matin, mes collations, mon déjeuner. J'ai mon coup de barre le soir. Ton petit conseil à ce moment-là? Faire une pause. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment faire une pause. Accepter aussi de prendre 10 minutes, loin du téléphone, pour le coup. Je sais pas, je caresse le chat, je vais prendre une douche. Mais l'idée, c'est vraiment de couper avec le travail. Idéalement, avant de se poser, moi, ce que je conseille souvent à mes patients, parce qu'il y a vraiment déjà l'excitation de la journée, et il y a aussi le côté qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Donc, c'est une fois que ça peut être bien de le faire au travail, ça. Je fais une to-do list pour le lendemain. Comme ça, j'ai pas mon cerveau qui part dans tous les sens. Il me reste ça à faire. Je pose tout et une fois que c'est fait, c'est plus un sujet. Je passe à autre chose. Exactement. Je rentre à la maison, je me fais un sas de décompression. Je sais pas, je caresse le chien, je prends une douche, etc. Je me mets pas à ranger, à cuisiner tout de suite. Et vraiment, le petit repos. On peut limite faire une sieste de 10-20 minutes si jamais on est épuisé. Pas plus, sinon ça perturbe le rythme. Mais voilà, je me pose et je souffle. Je vais te parler vraiment de ma life. Quand je bosse, c'est le méga coup de speed pour être à l'heure pour récupérer les enfants, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, de récupérer les enfants à la sortie de l'école, parce que sinon ils restent à l'école, la police m'appelle, c'est galère. Mais tu vois, du coup, je vais me mettre un gros coup de rush à la fin de la journée de boulot. Je vais chercher les enfants. Et là, c'est dur parce que je suis dans mon énergie de travail. J'ai toute ma charge mentale du travail. Je récupère les enfants. Eux, ils s'en tapent de ma journée de travail. Ils arrivent avec toutes leurs infos, ce qu'ils ont oublié, les devoirs. Et vraiment, tu prends un tunnel qui est assez stressant. Et j'ai une de mes amies qui m'a conseillé ça. C'est ce que j'ai mis en place. J'accepte de quitter un peu plus tôt mes journées de boulot, que ce soit avec les patients ou avec Major Mouvement. Du coup, je me speed moins. Quand je vais chercher les enfants, si je peux, je me fais 5 minutes de marche. Ou alors, je me mets 5 minutes dans ma bagnole sans écran. Je récupère les kids comme ça, je suis dispo avec leur énergie, je les accueille, ainsi de suite. Ça marche pas à tous les coups, parfois j'ai vraiment des urgences. Comme ça, sur le chemin du retour, je suis aligné avec eux, je suis dispo pour leurs histoires. Quand je rentre avec eux à la maison, ce que je fais, c'est que je me bats pas tout de suite pour faire les devoirs ou pour commencer à enclencher le dîner. Soit on est dans la même énergie, on passe en mode jeu, parce que eux, ils sont aussi à la fin de leur journée, ils ont besoin d'un sas. Soit je suis vraiment pas dispo. Et j'ai parfois une nounou qui vient et du coup elle s'occupe des enfants et moi je repasse en mode travail. Une fois qu'on a fini une sas, on fait les devoirs, je prépare à manger, ou encore le meilleur conseil que j'ai mis trop de temps à m'appliquer, c'est le batch cooking. Ouais, exactement. Franchement... Donc ça, très bon conseil. Et encore une fois, pour pas trop se mettre la pression, parce que souvent, quand on passe au batch cooking, les personnes pensent que voilà, c'est le dimanche pour toute la semaine. Oui. Moi, je conseille mieux de le faire le dimanche pour le lundi et le mardi. Ouais. Le mercredi, je cuisine pour le jeudi et le vendredi. Je vais même aller plus loin. Le mercredi, je cuisine pour le jeudi et le vendredi, et ça peut être l'occasion aussi de faire un repas en famille, type fast-food, etc., ou une soirée crêpe, plus ludique. Et voilà, mettre un petit rituel comme ça peut être intéressant. Ne pas se mettre la charge mentale immense de faire tous les repas, ça peut être important de le préciser. Meilleur scénario possible, on arrive au moment du dîner. Quel compo pour le dîner? La même que le midi. En un peu plus léger, pas dans le sens où je vais enlever les matières grasses, que je vais enlever les féculents. Je garde tout, le même squelette. Par contre, je vais peut-être mettre des quantités un peu plus légères. C'est pour ça qu'il faut aussi compter sur la collation. Parce que si je ne mange pas de midi à 20h, le soir, incapable de manger plus léger, et c'est complètement normal. Donc d'où l'intérêt de la collation. Et manger des choses plus digestes. C'est-à-dire que je ne vais pas me prendre une entrecôte ou de la viande rouge de façon générale. Je vais peut-être aller vers du poisson, des légumineuses, etc. Le soir, j'ai dîné. Ensuite. Important, encore une fois, de prendre un temps calme et encore une fois de prendre du temps pour soi. Il y a le rush, il y a toutes les tâches de la maison à faire, etc. Donc ça paraît, c'est bien de trouver un maximum d'organisation quand c'est possible, parce que voilà, il y a des mamans solo et des papas solo, etc. L'idéal, ça serait quand même de prendre ce temps dans la journée. Donc voilà, quand j'ai une pause de déj, je mange, je fuis possiblement les collègues pour pas travailler, pour pas parler boulot, et je vais marcher, j'écoute mon podcast, etc. pour pas avoir à le faire le soir. Ton conseil, c'est s'isoler des autres? Non. Non, mais prendre le temps de vivre un petit peu. Et l'idée, c'est de faire une activité qui est nourrissante. Okay. Très clairement, si je me pose devant Netflix,
J'ai tendance à mettre plus d'épisodes parce que soit ça m'intéresse pas, soit je suis un peu en mode zombie devant. Il y a une astuce, c'est que je mets Netflix, mais je mets les sous-titres. Et enfin, je mets la VO et je lis les sous-titres comme ça, c'est un peu plus nourrissant intellectuellement, etc. Et vous pourrez apprendre l'anglais, l'espagnol et le Exactement. coréen. Ça peut être faire du tricot, du crochet, etc. Mais quelque chose qui est du puzzle. Les jeux vidéo un petit peu moins, ça dépend lesquels, mais voilà. Alors en plus de ça, là, Jérém, je suis désolé, je vais te mettre sur la place publique. Toi et moi, on joue. Et en plus de ça, on joue au même jeu. On a les mêmes goûts. Oui. Donc, tu as critiqué le beurre tout à l'heure. Tout à fait. Donc, tu dis ce que tu as à dire sur les jeux vidéo. Mais on est d'accord, ni toi ni moi n'appliquons ce conseil. Effectivement. Avant-hier, j'ai joué jusqu'à 1h du matin. Et voilà. Il faut l'assumer le lendemain, c'est l'essentiel. Mais voilà. T'étais sur quoi? Sur Clair Obscur. C'est un jeu incroyable. Ok, super. GOTY de l'année. Moi, je suis sur The Banisher. Je connais pas. Je te l'avais reconnu. C'est Rocco, c'est un double A qui est très moi. Oui, c'était toi. On a des conversations de jeux vidéo, mais avec d'autres personnes que nous-mêmes. Pourquoi les jeux vidéo, c'est pas ouf avant de se coucher? Alors, ça peut exciter. Encore une fois, ça dépend lesquels. Si c'est quelque chose de détente, que ça permet de relâcher la pression, je sais pas, un jeu de combat qui permettrait de se défouler et de pas penser. Voilà. The Witcher 3. The Witcher 3, ça peut aider. Après, je sais que moi, si je joue à un jeu très excitant, je suis incapable de dormir. Oui, non, mais c'est sûr que si tu me dis que tu joues à Resident Evil, c'est compliqué. C'est ça. Et il y a aussi le problème de l'écran qui peut empêcher la sécrétion de mélatonine. Donc, conseil, avant tout, c'est idéalement, ce que je fais le soir, c'est sans les écrans. Ou alors, je les coupe 1 heure avant d'aller me coucher. À la limite, ça pourrait marcher. On joue pour se détendre, raisonnablement, mais le petit réveil, et après on coupe, on se met un petit rituel de je commence à tamiser les lumières, pas de choses trop excitantes, ça peut être de la lecture, etc. Et l'idée c'est vraiment d'avoir un rituel pour moi cadré, donc c'est du prendre soin de soi déjà, et vraiment 1 heure de coucher régulière. Ouais. C'est souvent le plus difficile. Un rythme qu'on devrait garder le week-end, ce qui est encore plus difficile avec la vie sociale, etc. Mais l'idéal, ça serait vraiment d'avoir 1 heure de coucher et 1 heure de réveil, qui est à peu près la même. 2 questions. À quel moment tu recommanderais de caler la séance de sport? Encore une fois, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui vont la faire le soir, ils vont dormir comme un bébé. Et il y a d'autres personnes où ça va vraiment stimuler la noradrénaline, etc. Et qui vont être vraiment excités, qui vont pas dormir. On parlait de chronotype. Moi, personnellement, si je le fais le matin, je suis trop bien. Si je fais le soir, déjà, je suis pas productif du tout. Et en plus, ça m'empêche de dormir. C'est vraiment quand ça fait du bien, quand c'est du test encore. Je me mets dans la config où j'ai pas forcément écouté tes conseils. D'accord. J'ai écouté la vidéo, mais je les applique pas. Je me couche à 1h du matin, je joue, et j'ai faim à 1h du matin. Je fais quoi? Si c'est exceptionnel, je mange. Parce que si j'ai faim, j'arriverai pas à dormir. Dans tous les cas, possiblement, si je mange quelque chose de glucidique, ça me donne un coup de barre. Donc je dis pas qu'il faut s'assommer avec du sucre, mais il vaut mieux manger quelque chose pour pouvoir faciliter le sommeil. Par contre, encore une fois, l'idéal, c'est vraiment je vais me coucher plus tôt et je suis responsable de ma vie, etc. à un grand maximum. Il y a des gens, en effet, malheureusement, qui s'endorment d'épuisement devant les écrans à 2-3 heures du matin et qui s'assomment à coups de sucre. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à eux? L'idée, c'est vraiment, encore une fois, déjà d'être accompagné. Alors, quand on mange la nuit, possiblement, c'est de l'hyperphagie nocturne. Donc, c'est quand même une pathologie qui est complexe et qu'on doit prendre en charge. Souvent, quand il y a la nuit, déjà, c'est qu'on a été se coucher trop tard, etc. Donc, il faut essayer de rapprocher. En soi, si on se réveille la nuit, on n'a pas faim parce qu'on dort, très clairement, mais moi, le matin, quand je me réveille, j'ai super faim. L'idée, c'est vraiment, je mange suffisamment la journée pour pas avoir faim pendant la nuit. Très clairement, il y a ça. Quitte à faire une collation dans la soirée. On parlait des collations le matin et l'après-midi, mais si par exemple je suis amené à manger super tôt parce que j'ai des enfants et qu'ils doivent aller se coucher, que je mange avec eux, si je mange à 18h, que je me couche à 23h, c'est pas déconnant de faire une petite collation légère. Alors ça sera plus une tisane avec un yaourt, histoire d'avoir le ventre plein et pouvoir dormir. Par contre, si je me fais un saut de popcorn, etc., ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, si je mange tout au dîner... T'as vraiment tapé sur les 3 trucs que je kiffe dans le vie. Le beurre, les jeux vidéo, le popcorn. Salé au beurre aussi ou ça se passe il est au caramel beurre salé, tout à fait. Très bon choix. Merci beaucoup. D'autres conseils de collation, non? Le fruit, le carré de chocolat noir? C'est faisable, il n'y a pas de souci. Même si c'est du chocolat au lait, je peux faire
vraiment taper sur les doigts, mais j'insiste sur une tablette de chocolat de 100 grammes, c'est 500-550 calories. Que ce soit du noir, du blanc et du chocolat au lait. Ce qui va changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le chocolat au noir, il est plus intéressant, ça, c'est clair et net pour les antioxydants, le magnésium. Le chocolat au lait est intéressant parce qu'il y a du calcium. Le chocolat blanc, il est juste bon en général, mais c'est surtout du sucre, etc. Mais en soi, un carreau de chocolat, c'est 50 calories. À 50 calories près, on s'en fout qu'il soit noir, au lait. Donc voilà, si le soir, avec ma tisane, je kiffe mon chocolat au lait aux noisettes, c'est très bien. Un carré, pas la tablette? Exactement. Alors après, la question à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de ma tablette. Donc possiblement, c'est parce que j'ai pas assez mangé de la journée. Et possiblement, c'est parce que soit procrastination du coucher. Il y a je mange pour repousser le coucher, ou alors il y a je mange pour valider je suis enfin tranquille. Donc en fait, manger du chocolat, ça valide ce truc hyper confortable. Jérém, on avait cité 5 profils. Est-ce que les solutions que tu as proposées doivent varier en fonction des profils? Est-ce que l'ado, il doit avoir ses réveils au saut du lit, collation et repas équilibrés, idem pour le jeune parent, idem pour le sportif, et ainsi de suite, profil par profil? Est-ce qu'il y a des subtilités sur ta routine? Ouais. Pour les ados, donc la routine de sommeil est ultra importante. Ce qui est super important pour les enfants et les ados, c'est le petit-déj. Moi, je conseille de ne pas le sauter du tout parce que y a moins l'occasion aussi de faire des collations. Le cerveau carbure beaucoup plus avec l'apprentissage, etc. Donc, ils ont besoin aussi de pas mal de glucides. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils grandissent. Donc, ils ont un métabolisme beaucoup plus actif que les adultes. Souvent, moi, j'ai des parents qui paniquent parce que mon enfant mange beaucoup plus que moi. C'est normal. Alors, toute proportion gardée, si l'enfant fait des crises hyperphagiques, on retrouve des choses dans sa chambre, des emballages dans sa chambre, ça va être compliqué. Mais en soi, il y a besoin de plus d'apports et l'idée, c'est pas de sauter le petit-déj. Il y a des études qui montrent que le jeûne le matin diminue les capacités de mémorisation, d'apprentissage. Donc ça peut avoir le coup de les garder. Pour les femmes enceintes, au premier trimestre, il n'y a pas grand changement. Plutôt à partir de deuxième, où elle consomme beaucoup plus de calories. Il y a aussi besoin de plus de calcium, donc on fait attention à ces apports-là. Pas mal aussi de besoin d'oméga 3. Les sportifs, c'est dépendant de l'activité physique, donc en calories. Les personnes âgées, il y a un besoin accru en protéines parce qu'il y a une fonte musculaire. L'idée, c'est aussi de ne pas forcément sauter le petit-déj parce qu'il y a des risques d'hypoglycémie, donc de chute. Et la mastication est surtout importante. Il y a une étude chinoise, il me semble, qui montre que le manque de mastication, alors après, ils ne peuvent pas grand-chose s'ils n'ont plus de dents, mais quand on mâche moins, il y a une baisse de la cognition. Donc, le traitement des pensées, la mémorisation, etc. Donc c'est aussi pour ça que les adultes ont besoin de bien mâcher. Donc voilà. Et le TDAH, les personnes qui souffrent de TDAH, il y a vraiment besoin de routine et de rituel. Il faut vraiment que tout soit cadré dans la journée, quitte à mettre des petits réveils. Vraiment avoir un planning sur la journée, c'est ultra conseillé. Et surtout, pas rater le petit-déj et avoir un petit-déj très protéiné et gras pour avoir ce shot de dopamine. Jérém, c'était hyper complet. J'aimerais justement vous rappeler que notre partenaire aujourd'hui, NHCO, nous fournit dans la description un questionnaire pour vous permettre de mieux vous connaître, éventuellement savoir où vous en êtes par rapport à de la fatigue, à du brouillard mental, ou éventuellement si vous avez le souhait justement de booster votre mémoire, votre concentration ou de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Le questionnaire est dans la description. Jérém, c'était un vrai plaisir. Je résume un peu tous tes conseils. On se réveille sans snooze, pas de téléphone au réveil. Non. On prend la lumière du soleil. Ouais. Éventuellement, on prend un temps pour soi. Donc si jamais on a des enfants, on se réveille un peu plus tôt. C'est mieux. Petit déjeuner, une fois de plus, une fois qu'on connaît son chronotype, mais globalement, ta reco, c'est plutôt petit déjeuner à base de protéines. Protéines et gras. Et gras, sur un petit déjeuner complet. On s'autorise une collation complète aussi. Repas à l'heure du déjeuner qui soit plutôt en fonction de nos besoins, mais là aussi, quand tu parles d'équilibrer, toi, tu parles plutôt d'apport complet. Exactement. En prenant le temps, ça on l'a pas trop dit, mais prendre le temps vraiment sans écran, de déguster, de mâcher, ça c'est ultra important aussi. Idem, une collation où là peut-être on va s'autoriser un poil plus de sucre pour l'apport du tryptophane, c'est ça? Ouais, pour la synthèse de sérotonine ensuite. Et la sérotonine qui sera nécessaire le soir à l'endormissement. Exactement. Un temps de pause pour vraiment scinder la fin de la journée et le début de soirée, y compris si on est en télétravail. Ouais. Un dîner, idem, complet, à la limite un poil plus léger, digeste. Ouais. Et si on dîne tôt, on peut s'autoriser une collation avant de se coucher. Exactement. Hyper bien résumé, très complet, Jérém. Pour les gens qui voudraient aller plus loin, on peut te retrouver sur Instagram, sur ta chaîne YouTube qui n'était pas forcément la plus active de la Terre. Oui.
Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Jérém, c'était hyper intéressant. J'ai trouvé plein de solutions. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à regarder ces épisodes longs. Jérém, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Si jamais cet épisode vous a plu, vous pourrez retrouver cet épisode 1 avec Jérém qui était vraiment trop cool. Et puis cet épisode avec Léa où on parlait de l'alimentation anti-vieillissement. À bientôt.